Salut tout le monde, c'est Jinji. On se retrouve pour le RPG A Week numéro 44. Donc dans le cadre du RPG A Week et dans ma rubrique sur le jeu de rôle, on va parler d'une vidéo qui est un peu spéciale, puisque on dit si tu n'avais qu'un seul univers fictif à choisir pour mener tes parties, tu choisirais lequel et pourquoi. Un univers de BD, de films, de séries, de romans, de télé, surtout des séries et autres. Alors cette vidéo-là, j'avais pris énormément de plaisir à la faire pour la première prise. Donc je vais essayer de faire un petit peu court, plus court qu'avant. Donc on va essayer de voir. Donc, un univers de BD. Quel univers de BD je trouverais euh, pour faire un système de jeu de rôle si je devais en choisir un. Je vais choisir chaque cas, parce que si j'en choisis un pour la totalité du truc, je trouve pas ça intéressant comme question. Alors, en matière de BD, je pense que il y a le système, le héros système version, le héros système version 5 que j'ai d'ailleurs, qui est basé sur un système D20, un petit assez proche de l'EW système de luxe dont je vous rebats les oreilles. Euh, donc en gros un univers de comics, mais j'essaierai de faire un univers de comics, mais pas d'un comics défini, parce que DC a son cachet, Marvel a son cachet aussi. Et je parle bien des super-héros. Et pourquoi expressément les super-héros? C'est parce qu'en matière de comics, évidemment, il y a des choses qui sont racontées et des histoires qui sont bien en dehors des trucs de super-héros. Sauf que je suis pas grand connaisseur de un. Et de deux, je trouve que ça va être un peu. Ça va me faire un peu mal de dire ça, mais je trouve que le défaut du comics, c'est que le comics, on te dit qu'il y a une espèce de lien avec une écriture mythologique, c'est un peu les personnages mythologiques contemporains. Dans l'intention, oui. Dans la finalité, c'est pas ça du tout. Je pense que si je devais faire un univers, je fais un univers de super-héros et je jouais le héros système, mais j'essaierais de créer un univers de comics cohérent que au lieu de le raconter, je le ferais vivre aux joueurs et puis peut-être je ferais genre qu'ils ont leurs super-héros et ils interprètent différents super-héros et que par exemple ils se disent ah je vais jouer tel héros et puis après je découperai ça en saison, ils feront leur propre mythologie, ils rencontreront des PNJ et puis il y aura peut-être un système d'alliance de super-héros et puis du coup ils pourront soit interpréter un personnage qu'ils avaient fait dans la saison précédente ou un personnage qui est un espèce d'allié sidekick et je vais pas essayer de rebooter l'univers à chaque fois, parce que je pense que ça commence à être saoulant les univers qui essaient de se rebooter, de raconter la même chose mais différemment, de raconter complètement autre chose, d'invalider. Je pense que j'en ai marre de tout ça. Je ne suis pas très comics, mais sous les super-héros, moi qui par exemple adore les Green Lantern, bon, c'est un univers qui est assez épargné, je trouve. Mais moi qui aime par exemple Green Lantern, ça va. Moi, au début, j'adorais Batman. Plus j'apprends à connaître Batman, plus je le déteste. Ça sera vraiment pour un truc fiction. Hein. Superman, n'en parlons pas. Et voilà. Donc, un truc de super-héros, mais je pense que je créerai ma propre mythologie et ma propre approche du super-héros. Surtout que de toutes les façons, j'avais peut-être en tête un petit projet de BD qui allait dans ce sens. Je n'en dis pas plus parce que je suis très très loin d'avoir le bagage suffisant pour pouvoir le faire. Donc, univers de film. Un univers de film que je voudrais faire jouer. Franchement, j'en ai pas. Matrix, je trouve que le 1, il est parfait. Pourquoi faire jouer un film, même un univers de film que j'aime beaucoup, alors que l'œuvre, si elle est bonne, elle a déjà raconté ce qu'elle avait à raconter. Voilà. Donc, je sais pas, faut voir. J'essaie vraiment de chercher. Je suis pas un très grand cinéphile non plus, je veux dire. Les Rambo, les Matrix, les Rocky. Je suis pas fan de Rocky, genre pas du tout. Mais Rambo, le premier que j'ai vraiment vu et que je m'en souviens bien, c'est le 4. Même si c'est pas le premier que j'ai vu, le premier que j'ai vu c'est le 2.
Puis j'ai vu le 1 à 12 ans, que je me suis dit, c'est ça Rambo? Mais je ne savais pas que Rambo c'était aussi profond, aussi viscéral, aussi sentimental. Voilà, puisque l'histoire de Rambo 1 elle est géniale. D'ailleurs, au moment où je parle, ben, le dernier Rambo, donc le 5, il est sorti. Donc voilà, donc non, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter. Un univers un petit peu déjanté à la tonnerre sous les tropiques, c'est ça? Bah, ça, j'ai déjà fait un JDR qui est empreint de cet univers-là et de pas mal d'autres. Je vois pas l'intérêt. Et les univers de films, ben, il n'y en a pas des masses qui mériteraient que je fasse un JDR autour de ça. Donc, film, rien du tout. Ensuite, série, roman. Donc, je suppose que en fait, il était censé y avoir. C'était ça, quand on dit série roman, c'est plutôt une saga. Alors, en matière de saga, de roman, évidemment, il y a le fameux univers d'Elric, de Michael Moorcock, que justement j'ai recommencé. J'ai commencé avec le tome 4 en deux poches, et j'ai pris le 1 et le 2. Le 1, j'ai vraiment pris le temps pour le lire, parce que c'est comme, pour moi, c'est comme quand j'ai un bonbon de bon cru, je me le réserve pour au moment où, franchement, je suis pas au plus mal, mais que je suis à un état où j'ai vraiment besoin de morale supplémentaire. Et le tome 2, je l'ai aussi. Je commence à le collectionner en deux poches. L'univers d'Elric, puisque c'est de la dark fantasy, et je pense que même l'univers de Michael Moorcock, c'est ça qui a inspiré un petit peu pour faire les elfes noirs, les bons gros elfes noirs, par exemple, comme dans Warhammer 40 000. Je pense qu'ils se sont inspirés de l'univers d'Elric. Et si c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose à raconter de la décadence des elfes, et où ils partent en couille, et que d'être dans un univers de fantasy, voilà. Donc ouais, ensuite il y a évidemment les personnages que je connais de loin, mais que je connais pas en détail, hein. Je veux dire, pour moi, j'ai le Solomon Kane. J'ai jamais lu un livre de Solomon Kane de ma vie. Le seul truc que j'ai vu, c'est le film de 2009. Il était à chier, mais c'est ma connexion avec Solomon Kane. Je pense que je suis plus attiré par un personnage comme Solomon Kane que par un personnage comme Elric ou Conan. Même si Conan, j'ai bien aimé le 1 avec Schwarzenegger, et voilà. Les Chevaliers d'Émeraude, en saga, parce qu'il y a des gens qui te diront oui, Harry Potter. Le problème, c'est que déjà de un, Harry Potter en roman, ben je n'aime pas la narration de J.K. Rowling, vraiment pas. Donc du coup, je suis pas habitué. Mais par contre, la narration d'Anne Robillard est fluide, travaillée, je trouve. Et justement, ça se lit, même si tu n'es pas. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que oui, elle trouvait que c'était un peu limité, c'était trop teenage, les Chevaliers des Rhônes. Et en fait, elle dit ça en tant que critique quand je disais que je lisais ça, mais pourtant elle les avait tous lus, elle était à jour. Ça donne déjà une petite piste. Voilà, donc l'univers du Chevalier d'Émeraude. Pourquoi? Bah déjà parce que j'ai un joueur, le joueur Jean, qui aime les Chevaliers d'Émeraude, évidemment. Et du coup, j'ai parlé à un moment de l'évocation de faire un univers des Chevaliers d'Émeraude, sauf que c'est un univers qui n'est pas si bien travaillé que ça avec le recul. C'est un univers qui est très très simpliste. On sent que, on te dit tel royaume, c'est tel aspect que ça a. Donc c'est un petit peu le côté où en fait le royaume, chaque royaume a une identité, mais cette identité-là, vous avez presque l'impression que c'est un climat différent. Et ensuite, il y a un continent, le continent du Grand Mal, ce qui n'est pas sans rappeler un univers comme Warhammer avec les terres du chaos, tout ça. Et puis ensuite, les Chevaliers d'Émeraude, c'est plus ou moins des espèces de Jedi, avec un système, si on faisait un système de mentorat, on formait des chevaliers. Il y avait un système d'héritage qui permettrait de jouer, par exemple, l'ancien personnage, et puis qu'en fait, si on a mal géré l'éducation d'un des personnages, mais il a un système de bonus, malus. Moi, j'avais déjà réfléchi un petit peu à faire un système Chevalier d'Émeraude, et je pense que beaucoup de mes joueurs, même qui ne connaissent pas l'univers de Chevalier d'Émeraude, auraient bien kiffé. Mais c'est un univers qui, je veux dire, qui se prête à pas mal de choses, mais surtout parler de RP, voilà, puisque je pense que on met aussi le côté teenage parce que il y a le côté où en fait il y a des relations et tout coupinnage, il y a des cœurs brisés, il y a aussi des problèmes de tolérance. Voilà.
Chevalier d'émeraude, ça serait pas mal. Pourquoi pas? Je suis dans la catégorie pourquoi pas. Euh, Ensuite, en matière d'autres sagas de romans, ben, malheureusement, je n'ai pas d'autres idées en tête. Ensuite, séries télé. Alors, en matière de séries télé, là par contre, on va pas mal discuter puisque j'adore les séries télé, j'adore les NCIS, surtout le normal et Nouvelle-Orléans, celui de Los Angeles. Il est bien, mais sans plus, un petit peu comme Hawaii Five-0, qui d'ailleurs les deux ont eu un crossover. New York District, Order and Law pour les Anglais. Après, je sais pas si Order and Law c'est aussi pour les, comment dire ça, pour les Canadiens et les Québécois. Donc voilà, Order and Law, euh, je dirais la normale, la section criminelle, la section pour les victimes. Je pense que c'est un truc qui serait assez particulier, mais ça serait possible aussi. Et puis aussi, en fait, toutes les productions de Dick Wolf. Dick Wolf, quand il produit une série, ce monsieur, je le connais pas, je sais pas à quoi il ressemble, mais franchement, s'il y a vraiment une personne que j'aurais vraiment envie de serrer la main, même si je suis pas très groupie de stars, s'il y a vraiment une personne que j'aurais vraiment envie de serrer la main, c'est Dick Wolf. Parce qu'il a réussi à produire des belles séries et à rebondir, surtout par exemple les New York District, tout ça, bon ben ça c'est fini à un moment, sauf les sections spéciales pour les victimes, tout ça. En tout cas, la série principale est finie. Et il a enchaîné avec Chicago Fire, Chicago Justice, Chicago Police, je crois, si c'est bien ça. Et en fait, c'est trois univers qui sont interconnectés les uns les autres. Et justement, cet univers-là aussi est tout aussi bien. NCIS, pareil, j'aime bien NCIS. Il y a moyen de raconter des trucs. Faire des trucs purement policiers, ça va. Qu'est-ce qu'il y a encore comme série Évidemment, une bonne série genre Agatha Christie, Hercule Poirot, c'est pas mal. En fait, tout ce qui touche aux séries policières, Inspecteur Barnaby, tous ces trucs-là, c'est chacun a une façon de. La plupart, c'est des scénarios d'enquête. Et puis, il y a des trucs de policiers, genre pur, qui seraient pas mal. Voilà. Après, en matière de séries télé même, en fait, j'avais créé un JDE qui était un univers qui était très médiéval fantastique. C'était un univers vraiment temporaire que j'avais créé. Où en fait, c'est un univers qui est très tourné vers du médiéval fantastique, mais qui empruntait beaucoup des codes de la série Hercule. Le fait qu'ils rencontraient, ils s'arrêtaient à un endroit, ils essayaient de sauver le monde. Donc, ouais, je pense que un truc inspiré de ça, ça serait pas mal. Je suis pas très série non plus. Je veux dire, j'ai Netflix de maintenant. Et voilà, du coup, on fait comme on peut. Et il y a d'autres choses qui peuvent être faites après. Ensuite, je vais rajouter d'autres éléments, par exemple les mangas. Alors, les mangas, en matière de manga, à partir du moment où j'ai découvert le JDR, je me suis dit, par facilité, enfin pas facilité, mais le politique qui m'est venu en tête, c'est si je devais faire un univers de manga en JDR, lequel je ferais. Le premier qui m'est venu en tête, puisque l'univers était à l'époque très codifié dans le sens où ils savaient ce qu'ils racontaient dans leur univers, il y avait un gros bagage, c'était Naruto. J'avais envie de faire un JDR amateur Naruto, que j'ai évidemment jamais fait, puisque je trouvais que je devais partir en quête d'autre chose. One Piece aussi s'y prête assez bien. L'univers est grand, même une personne sans pouvoir peut se démerder. Les personnages avec des pouvoirs, il y a forcément un truc pour les contrer. Et puis bon, à petite doléance sur One Piece, c'est le truc du fluide. Ça a vraiment tout pété, mais en même temps, ça a nivelé la plupart des personnages qui n'avaient pas de pouvoir. Donc, à quel moment un personnage a le fluide ou le développe? Ben, c'est un petit peu comme dans l'univers de Gundam, si on parle de manga ou d'anime. C'est comme l'univers de Gundam, à quel moment quelqu'un développe des pouvoirs de New Tape? Des gens disent que oui, c'est quand tu rentres, tu es dans l'espace, tu développes une conscience, tu écoutes ce que te disent les âmes et que ton âme elle-même se nourrit du vide spatial et des émotions des gens qui convergent vers toi. Mais personne ne peut te dire quand tu deviens un New Tape, et il y a plusieurs échelles de New Tape, et du coup c'est difficile à définir. Et bien One Piece il est soumis à ce défaut-là. Tout en sachant que si on passe à Gundam d'ailleurs, ben, j'ai fait un JDR Gundam qui a duré une saison et que les gens ont adoré, mais pas renouvelé parce que ben, finalement ils avaient envie de se focaliser sur mon JDR principal.
D'ailleurs, ça a été pendant un moment un très très gros problème, c'est-à-dire que le JDR principal que je fais jouer et que je suis en train de créer, il occultait tous les autres. Je voulais présenter des tas de trucs, mais ça occultait tous les autres. Quoi d'autre? Là, je vais bientôt faire un one-shot sur Bleach. Bleach aussi, c'est un élément extrêmement codifié, et même si en matière de narration, c'est pas très équilibré, Bleach, parce que je rappelle quand même que dans l'arc de Quincy, le personnage principal était absent pendant 34 chapitres. 34. On n'a pas vu Ichigo Kurosaki pendant près de 34 chapitres. Ça veut rien dire. Donc, en fait, c'est l'avantage et le défaut de Bleach, c'est qu'il y a beaucoup de personnages différents et variés, et comme défaut, ben, il a trop de personnages. Et là, je vais faire un one-shot sur Bleach, et en fait, Bleach a traité chaque type de créature existant. Les humains, les Shinigami, les Quincy à la fin, les Holo, les Zarankar, les Vizard, les Fullbring. En gros, ils ont traité toutes les races possibles, et certains fillers ont présenté d'autres choses où on se disait probablement que ça existait. Après, est-ce que c'était bien amené? Voilà, j'ai mon avis sur la question. Et là, je dois raconter quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec tous ces arcs-là, puisque les arcs, ils étaient liés à des races ou des conditions d'être humain. Là, il est temps que je raconte quelque chose qui n'a pas encore été vu. C'est mon intention, c'est mon défi. Et en même temps, raconter quelque chose qui est fortement plausible. Et j'ai déjà des pistes. Comme je sais qu'il y a certains de mes joueurs qui regardent finalement mes vidéos, je ne dirai rien. Mais vous allez kiffer. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Finalement, il y a pas mal de choses. Après, évidemment, il y a le jeu vidéo. Sauf que des univers de jeux vidéo adaptés en jeu de rôle, je l'ai déjà fait. Plein. Donc, voilà. Ma conclusion, c'est est-ce que je devais en choisir, est-ce que vraiment je devrais en choisir un pour le jeu un univers à jouer, c'est bien ça. Si je devais choisir que seul univers fictif pour lequel faire évoluer, je dirais, c'est assez particulier, mais je pense que je dirais Elder Scrolls en matière de JDR, d'univers fictif. Parce que les séries télé, j'aime les trucs, des trucs d'enquête, mais il y a moyen aussi de faire des trucs d'enquête dans l'univers d'Elder Scrolls. Elder Scrolls en perpétuelle évolution. En fait, il y a un gros défaut dans Elder Scrolls en matière d'histoire. Et ça ne vient pas de sa genèse avec Padomai, Anu, tout ça, tous ces trucs-là. Le truc du rêve, du Godhead, ça, on s'en fout. En gros, le Godhead, on peut dire que c'est la conscience de tous les créateurs d'Elder Scrolls. Et ta théorie à la con, tu peux raconter ce que tu veux derrière. Le véritable défaut, c'est que je trouve que Skyrim, il a un petit peu cassé le truc parce que tu as le truc du champion éternel, tu as eu le minéré Varine, tu as eu le héros de Gvatch, le mec qui... C'est d'ailleurs pour ça que en matière de personnages iconiques et que tu interprètes, je préfère le héros de Gvatch parce que le héros de Gvatch, c'est l'histoire d'un mec. Le mec, il est quasiment allé en enfer pour aller poutrer des gens et empêcher un seigneur démon d'assouvir sa pression sur le monde en ne sachant même pas s'il allait réussir ou pas. L'histoire du héros de Gvatch, elle est géniale. Peut-être que tu as un côté désincarné parce que c'est toi qui joues ce personnage et il est muet. Je pense d'ailleurs je sais qu'ils ont tendance à mettre un petit peu des éléments de Fallout sur Elder Scrolls. C'est ça, c'est que par exemple, il y a eu Oblivion. Ensuite, ils ont fait un Fallout 3, puis un Fallout New Vegas qui ressemblait beaucoup à du Oblivion. Puis ensuite, ils ont pris du Skyrim en prenant des éléments de code, et même par exemple le système de crochetage, et qu'ils ont ajouté par rapport au Fallout. S'il y a un truc qu'il faudrait ajouter, c'est que les personnages dans le prochain Elder Scrolls, les personnages joueurs puissent parler, comme dans Fallout 4. Voilà. Et l'univers de Elder Scrolls, s'il faut parler un petit peu de théorie, ou plutôt de raconter quelque chose lié à la fiction, c'est que je pense que les univers avec lesquels j'ai le plus de mal, c'est les univers crépusculaires, les univers qui sont sur leur fin. Par exemple, Dark Souls, on me dit Dark Souls c'est génial parce que les armes, les équipements ont une histoire et que tu dois la raconter. Pour moi, c'est la pire méthode de narration qui soit après le fait de raconter ses ambitions pendant que tu baises.
puisqu'il y a des séries comme Rome ou Spartacus qui font ça. Il est tout de suite derrière. Pourquoi? Parce que, en fait, un monde crépusculaire, c'est un monde qui est sur sa fin. Que des gens te racontent ce que l'univers était, des traces du passé. J'ai trouvé ça chiant. C'est pour ça que l'anthropologie, j'ai un véritable problème avec. Ouais, ah là là, mais c'est trop génial, il faut étudier les peuples. Ouais, mais rappelons-nous qu'on est dans un monde où les génocides de masse ont eu lieu et qu'il y a les peuples que vous essayez la plupart du temps d'étudier, c'est des peuples qui sont morts. Et j'en ai même parlé avec une prof d'anthropologie quand j'étais à l'école d'art. Je lui ai dit, moi, mon problème avec l'anthropologie, c'est que on essaie de me faire croire que, en fait, en étudiant les éléments du passé, on pourra tout savoir sur le peuple qui a disparu. Et je ne suis pas d'accord avec ce point de vue-là. Et en quelque part, c'est un petit peu, on va dire, c'est chez certaines personnes qui font de l'étude d'anthropologie, il y a des idéalistes qui essaient de te vendre ça. Ils ne pourront jamais me vendre ça. Si tu veux connaître un peuple, tu dois être en contact avec. Et après, il y a toutes sortes d'aléas qui vont avec, mais on ne va pas en parler. Les mondes crépusculaires, c'est pareil. Tu as un monde qui est sur sa fin, tu n'en as rien à foutre que l'épée appartient au roi Auguste III. Et que le roi Auguste III, c'était le mage lame le plus puissant de sa contrée. C'est pas dans Dark Souls, hein. Voilà. Mais tu ne dois pas raconter une histoire par le biais d'un objet. Parce que l'objet, il a une fonction, et cette fonction peut raconter en gros un esthétisme, une méthode, une ergonomie, mais elle n'a pas à raconter une histoire. Un monde qui est sur sa fin, évidemment garder des traces de cette histoire est bien, mais tu le mets dans un livre, tu le mets dans un objet, dans un parchemin, dans une pierre qui contient un message. C'est comme ça qu'on raconte une histoire. C'est pas en mettant, c'est pas en se touchant la nouille, en se disant ah là là, l'épée me raconte une belle histoire. Non, c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. Et moi, j'ai un gros problème avec les univers crépusculaires parce que les univers sur leur fin veut dire que ton ultime ennemi, c'est l'élément d'apocalypse. Et je pense que dans la tête et dans le cœur d'un être humain, surmonter l'apocalypse, le après l'apocalypse, les gens ont du mal à y penser à après. Ils ont du mal à mettre un après. Donc, comme on te dit qu'il y a le fléau, autant le truc du champion éternel, il y a les Dédras, et les Dédras, en fait, perdront. Je trouve que les Dédras vont toujours faire en sorte de garder les humains, on va dire, en vie pour la plupart d'entre eux, ou dans leur domaine d'influence. Pourquoi? Parce que, en fait, si vraiment le monde est un rêve, et que les personnes sont plus ou moins des personnes fictives, des âmes qui vivent dans le rêve de quelqu'un, que se passe-t-il si tous les Dédras qui justement ne sont pas des dieux anciens et qui ont une influence sur le monde voient que le seul plan dans lequel ils auront une influence, c'est sur les âmes qui sont dans leur monde à eux. Ils tomberont dans une spirale d'ego qui finirait par les consumer. C'est une théorie sur Elder Scrolls. On est d'accord, je n'ai pas dit que c'était ça et c'est ce qui allait se passer. Moi je dis en matière de cohérence d'univers, je pense que c'est ce qui se passerait. Et du coup, le plan mortel s'effacerait et que ce qu'on appelle les domaines d'Oblivion vont tous converger en un seul et en fait avec une espèce d'influence où tous les Dédras auraient fusionné en un seul et que en fait de manière cyclique ils auraient changé de forme et tous les égos se seraient mélangés jusqu'au moment où il y en a un qui va vouloir s'émanciper, une facette qui va s'émanciper par rapport à une autre et déchirer le monde, le détruire et donc causer le réveil du Godhead. C'est une théorie sur Elder Scrolls, vous ne l'avez pas vu, mais bon. Voilà. Donc, quand tu arrives face à un Alduin qui est soi-disant le fléau du monde, et en plus de ça, tu le bats comme n'importe quel dragon, sauf que tu apprends un cri qui te permet de le mettre au sol, ben, tu viens de battre un élément d'apocalypse, parce que le champion éternel, il doit se battre contre des tas de personnes, de Dédras qui complotent, mais qui complotent à petite échelle. Mais on te dit, Alduin, c'est le fléau du monde, c'est celui qui est censé le détruire. C'est le premier fils du dieu majeur d'Elder Scrolls, de l'Hydra, du premier Hydra. Et quand on te raconte ça, bah tu te dis, bah du coup, on l'a vaincu Alduin. Ah ben qu'est-ce qui reste pour rebondir dessus?
qu'est-ce qui reste comme menace? Qu'est-ce qui reste comme élément du monde? Bah, c'est les gens qui doivent faire rentrer dans des intrigues pour essayer de se redépartager, de se redistribuer le monde. Et est-ce que la géopolitique sera assez forte pour justement mettre une intrigue au-dessus d'une apocalypse? Je pense que c'est difficile. C'est très très difficile. Voilà, je suis parti en couille parce que j'ai donné des explications et des théories sur Elder Scrolls, des théories que voilà, je défends évidemment. Mais voilà, pour moi, un monde qui est sur sa fin, il y a des éléments qui vont te raconter quelque chose, mais si ce monde est sur sa fin, si tu le sauves, les gens ont du mal à rebondir après, et que l'histoire que tu as lue à travers tes textes, à travers tes objets, ne serve à rien, parce que ce qui sera important là, c'est pas de lire ce qu'ont fait les autres et se perdre dans une réflexion, c'est d'activement reconstruire le monde et pas nécessairement construire une mythologie, tout en sachant que la mythologie, ça sera la mythologie du sauveur qui a combattu le mal, qui est finalement quelque chose d'extrêmement pauvre. Elder Scrolls a cet avantage où en fait les auteurs écoutent assez souvent les fans. Il faut savoir que Elder Scrolls c'est beaucoup créé par des fans, par des gens qui écrivaient des livres, les espèces de livres que vous trouvez dans le jeu. Des gens écoutent un petit peu ce qu'il y avait à raconter, ils essaient de ne pas altérer la continuité. Ils essaient d'être rigoureux, il y a évidemment des coquilles, mais il n'y en a pas tant que ça. Et je trouve ça quand même bien, l'univers d'Elder Scrolls. Surtout que pour moi, Elder Scrolls, il est aussi intéressant. Pourquoi? Parce que dans un univers comme ça, tout le monde est raciste. Alors, c'est pas une valeur ajoutée, mais je vais m'expliquer. En fait, il y a un truc que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a une différence entre raciste et haine raciale. Le racisme, c'est la peur, c'est les stéréotypes, c'est la discrimination vis-à-vis d'un peuple, parce que tu as des a priori, tu as des peurs, et voilà. La haine aussi en fait partie, mais la haine raciale, elle est plus dans le direct, dans l'impact, dans le toucher direct. Et en fait, toutes les races sont racistes, comme par définition, tout le monde est raciste. Hein. Et pour donner un exemple de ça, je sais, je digresse encore, mais je vais ajouter une petite touche. Si vous voulez prouver que vous n'êtes pas raciste, posez-vous la question, prouvez que vous n'êtes pas raciste en 10 secondes. Puis ensuite, prouvez que vous n'êtes pas raciste en 1 minute. Puis ensuite, prouvez que vous n'êtes pas raciste en une demi-heure. Puis prouvez que vous n'êtes pas raciste en 1 heure. Puis prouvez que vous n'êtes pas raciste en 4 heures. Vous allez vous rendre compte que forcément dans les explications, soit vous allez bloquer parce que vous ne saurez pas quoi dire, soit ce que vous direz intrinsèquement aura une réflexion raciste derrière. Le racisme existe et en fait il y a des choses qu'il faut combattre et le meilleur moyen de combattre le racisme, c'est la compréhension de l'autre. La haine raciale, c'est quelque chose de beaucoup plus ciblé. Il y a des motifs derrière et des fois, et surtout quand il n'y en a pas, c'est là où ça devient extrêmement dangereux. Mais Elder Scrolls a déjà, on va dire ça, mais de manière beaucoup plus directe. Parce qu'il y a des elfes, parce qu'il y a des hommes bêtes, qu'il y a une histoire derrière, il y a des confrontations. Je veux dire, voilà, par exemple, prenons un exemple. Vous êtes un humain. Vous tombez dans l'univers d'Elder Scrolls. Bon, des gens vous diront, bah, vous êtes un humain, quoi. Après, en fonction de votre couleur de peau, ils vont dire, oh, tu es un rouge garde, tu es un nordique, tu es un impérial. Voilà, les gars, ils vont pas se faire chier. Mais admettons, ils tombent sur un asiatique. Il n'y a pas d'asiatique dans Elder Scrolls. Je veux dire, les gars qui viennent de Yokuda, qui s'habillent un petit peu comme les samouraïs à la japonaise, c'est les rouges gardes, donc les noirs. Bah, tu vas voir que tu vas être une grosse curiosité aux yeux des gens, tout en sachant que ces gens-là, par exemple, si c'est un nordique, le nordique a une guerre contre plusieurs races d'elfes, que les elfes noirs sont mal vus par tout le monde parce qu'ils sont de très très gros esclavagistes, tout en sachant qu'il y a eu des elfes qui étaient des gros racistes et qui leurs descendants, qui sont des Bretons, eux-mêmes sont mi-humains, mi-elfes, donc ils ont le cul entre deux chaises, mais ils ont quand même un mépris envers les orques parce que les orques, c'est une espèce d'aberration, une espèce de suivi de divinité qui est plus ou moins qui a été
amené comme profondément maléfique alors que c'est pas nécessairement le cas, et tout en sachant que vous êtes déjà dans un univers où il y a des races, une race qui est profondément liée à une créature, c'est une créature animale qui est liée à une créature végétale, je parle des Argoniens, et que dans cet univers-là, il y a des démons qui ont ouvert des portails pour aller foutre la guerre avec tout le monde sur le pays, dans le pays qui, en fait, dans le continent qui s'appelle Tamriel, et que les démons ont décidé de fermer la porte parce qu'ils ont trouvé que les Argoniens étaient de trop forts guerriers pour eux, les gars ont fui. Et que dans le tas, il y a même des Argoniens qui sont passés derrière la porte qui allait se fermer définitivement, et ils leur ont pété la gueule à ces démons. Et les gens arriveront quand même à s'étonner de voir un Asiatique dans le monde d'Elder Scrolls. C'est un monde où, en fait, vu que toutes les races ont eu des contacts directs, à cause de leurs trop grandes différences, et que les différences, parfois, par exemple, ne serait-ce que par les elfes, c'est des préférences divines qui altèrent leur corps en même temps, ben, vous êtes déjà dans un monde où, en fait, vous êtes obligé de faire attention aux gens qui vous entourent, mais en même temps, vous savez aussi que dans ce monde où il y a plein de gens qui se côtoient, vous savez qu'il y a quand même une zone de convergence où ils peuvent se mettre d'accord et que vous pouvez avoir un cycle de relations durable, et que par tout ça parce que vous avez réussi à comprendre l'autre, comprendre autrui. Et c'est ce côté merveilleux là, je trouve, qui est présenté dans les Elder Scrolls, mais qui n'est pas très explicité, sauf peut-être dans le Elder Scrolls Online où on te raconte des petites histoires, des petites quêtes à côté qui vous montrent la beauté, la richesse de chaque peuple. Ben du coup, je trouve qu'Elder Scrolls c'est un univers qui est très très riche et très très intéressant à ce niveau-là. C'est d'ailleurs pour ça que justement j'ai créé un système à partir de Morrowind, un système pour pouvoir faire jouer Elder Scrolls. Et mes joueurs ont beaucoup adoré. C'est juste qu'on a trop de JDR en même temps, on n'a plus de temps, voilà, on essaie de s'arranger. D'ailleurs, j'avais proposé justement de vous soumettre une copie de ça, mais malheureusement, même mes projets ont freiné. Donc, pas pour tout de suite, mais je vais essayer quand même de prendre un truc. Voilà. Question intéressante, donc elle a fait 32 minutes. Donc ma conclusion là-dessus, c'est que il y a, je vais dire, l'univers de quelqu'un, l'univers d'un univers bien spécifique, est forcément une porte qu'a créé une ou plusieurs personnes qui fait que justement vous êtes attiré ou pas par tel ou tel univers. Mais je pense que pour garder un univers qu'on veut jouer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, si c'est hypothétique évidemment, tout comme c'est littéral, si on doit choisir un univers, je pense qu'on choisira toujours un univers où on sait qu'on peut raconter quelque chose qui justement sort du cadre de son terreau d'origine. Donc c'est-à-dire que c'est peut-être une base médiévale fantastique, mais peut-être ce qui va changer la vision de ce monde fantastique et médiéval, ça sera peut-être pas le ton qu'il y a, est-ce que c'est de la high fantasy ou de la dark fantasy, mais plutôt la vision qu'on a, nous, en tant que contemporains. Et ça, je pense que c'est le genre de choses, parmi tant d'autres, qui vaillent la peine d'être traitées. Donc, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu long. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain RPG Week. Salut à tous.